Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter pourquoi j'ai quitté mon poste d'enseignant-chercheur à l'université et à l'hôpital, alors que c'était un poste qui m'avait toujours fait rêver et j'avais mis à peu près 10 ans à l'obtenir. Alors si vous venez régulièrement sur cette chaîne, je vous parle d'une période qui est avant la création de la chaîne. Et dans tous les cas, je vais commencer par le début, donc par vous raconter un petit peu mon parcours. Si on devait le dire vite, c'est l'histoire d'une bonne élève qui, en Master 2, découvre la recherche. Pour moi, c'était la recherche en épidémiologie et qui se passionne complètement par ça. Pour moi, la suite paraissait logique de continuer avec un doctorat puisque j'avais vraiment accroché au monde de la recherche pendant le master. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en plus dans des très bonnes conditions, donc avec un financement et avec une directrice de thèse qui était à mon écoute. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé sur mon doctorat et même si tous les jours, c'était pas forcément facile, dans l'ensemble, moi j'ai eu énormément de joie à pouvoir me plonger dans mon sujet de recherche. J'avais du temps, je pouvais approfondir des choses, c'était vraiment passionnant. En plus, pendant le doctorat, on m'a donné la possibilité de donner mes premiers cours à la fac. Et c'est quelque chose que j'ai instantanément adoré. J'adorais pouvoir transmettre, pouvoir préparer ces cours, partir d'un sujet où je connaissais en fait pas grand-chose, l'approfondir jusqu'à pouvoir expliquer clairement quelque chose aux étudiants. C'était quelque chose qui m'allait bien en fait et que j'aimais beaucoup. C'était vraiment mon rêve, cette carrière d'enseignant-chercheur. Donc je soutiens ma thèse en 2011. Et là, comme beaucoup de jeunes thésards, il n'y a pas vraiment d'opportunité de pouvoir continuer là où je suis dans mon labo d'origine. Et je me débrouille pour partir en postdoc à l'étranger. Voilà, ça dure à peu près une année. Et là, quand j'annonce que j'aimerais rentrer en France, j'ai la chance qu'il y ait une opportunité d'obtenir un premier poste dans l'enseignement et la recherche. Alors même si je reste au même endroit, entre guillemets, il y a quand même beaucoup de choses qui vont commencer à changer. Déjà, ma thématique de recherche va se modifier parce que je change d'équipe et il faut que je m'insère dans les axes de recherche de l'équipe, donc ma thématique de recherche évolue. Mais surtout, ce qui change énormément, c'est que donc je travaille dans le domaine de la santé et les enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé, ils ont la particularité d'avoir en plus une casquette hospitalière. C'est-à-dire qu'en plus d'être enseignants-chercheurs, ils doivent exercer à l'hôpital. Ce sont aussi des praticiens hospitaliers. Alors moi, à l'hôpital, je n'étais pas en contact directement avec des patients, mais je faisais du soutien méthodologique à la recherche, c'est-à-dire que j'aidais d'autres hospitalo-universitaires, d'autres chercheurs du CHU où je travaillais, à rédiger leur protocole de recherche, à analyser leurs données, etc. Donc ce qui me semble être dans la continuité totale de mon souhait de devenir enseignant-chercheur, en fait, par le fait d'ajouter cette partie hospitalière, ça va avoir beaucoup de conséquences que je ne voyais pas vraiment à l'époque, où il y a une culture assez toxique de travailler beaucoup, où il y a une culture de l'obéissance à la hiérarchie très forte et où les procédures d'évaluation sont quasi omniprésentes. Moi, j'avais beaucoup l'impression d'être tout le temps en train de faire le bilan, ce que j'étais en train de faire, notamment sur la partie hospitalière. Et donc, je m'en rends pas vraiment compte et je m'en rends pas compte pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'ai vraiment l'impression de prendre un poste dans la continuité de mon rêve, en fait. C'est le poste pour pouvoir devenir enseignant-chercheur dans le domaine de la santé. Et l'autre facteur, c'est que, en fait, je suis fière, je suis heureuse d'avoir eu ce poste. Je vous ai dit, quand j'ai terminé ma thèse, ce poste-là, par exemple, n'était pas disponible. J'ai fini par l'obtenir après mon postdoc. C'était quelque chose qui était relativement demandé. Il y avait autour de moi d'autres personnes qui auraient bien aimé avoir ce poste. J'étais heureuse en fait. J'étais presque flattée de l'avoir obtenu et j'étais fière de ça.
Du coup, j'ai vraiment embrassé cette culture du travail toxique donc, que je viens de vous décrire. Et je me suis fondue dans le moule à fond. Je travaille beaucoup, je commence à avoir la mine un peu allongée. Et en même temps, il y a une part de moi qui est vraiment juste super fière, qui a l'impression qu'elle est au top, quoi. Les contrats se sont enchaînés, se sont renouvelés, prolongés sous différents statuts, où je me posais pas de questions parce que à chaque instant, ça pouvait s'arrêter. Donc ça dure à peu près 5 ans. Et puis là, enfin, il y a une opportunité d'être titularisée, d'être recrutée. En fait, officiellement, on me propose de candidater à ce poste. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il n'y a pas d'autres candidats pour ce poste-là. Mais pour autant, rien n'est sûr. La compétition se joue plutôt entre les services labos qui décident chacun, alors pas tous, mais ceux qui le souhaitent cette année-là, de présenter un candidat. Donc démarre ce processus de recrutement, on pourrait aussi dire un processus de titularisation qui va prendre en fait, ça va durer à peu près 2 ans, pendant lequel je passe toute une série d'auditions, à la fois formelles, d'autres informelles, auprès d'à peu près toutes les personnes qui ont un peu de pouvoir décisionnaire au sein de l'université ou de l'hôpital. À chaque fois, c'est le même rituel. On me demande de présenter mon dossier, mais surtout, on me demande de présenter mes chiffres. Donc, combien d'heures de cours je donne, combien d'articles j'ai publiés, combien de financements j'ai rapporté, etc. Et en fait, il y a une culture du chiffre qui domine et les chiffres sont pratiques parce qu'ils permettent la comparaison entre les candidats des différentes disciplines. Et c'est un petit peu comme au supermarché, le prix au kilo, ça permet de comparer le prix des pommes et des poires. Et c'est ce qui est fait et c'est très déshumanisant. Donc, outre les chiffres, il faut réussir à montrer à quel point chaque candidat est absolument indispensable pour l'institution. Donc, je me retrouve parachutée sur plein de projets, alors que j'avais déjà l'impression d'être sur tous les fronts. Je me sens partout et je me sens dans un profond décalage entre ce que je dis de moi et ce que moi je me sens capable de faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je fais. Donc je joue le jeu, mais pour moi cette procédure de recrutement c'est vraiment une grande mascarade. Mais c'est surtout que cette mascarade elle prend une énergie folle et un temps fou, et du temps donc de l'argent. Alors certes, mon temps, ça paraît logique qu'il y ait de mon temps qui soit investi dans mon recrutement, mais c'est aussi le temps de mes chefs, c'est le temps de toutes les personnes qui ont un tant soit peu de pouvoir à l'hôpital. En fait, ça m'attriste et ça me choque profondément de voir à quel point il y a du temps et de l'argent qui sont dépensés en des guéguerres interne pour maintenir ou faire grandir son service. Donc voir ces coulisses, je crois que c'est là où mes illusions sont tombées. Ça a provoqué une véritable perte de sens pour moi et j'ai commencé à pouvoir voir le métier pour ce qu'il était et non plus pour le rêve que j'imaginais qu'il était. En plus, à ce moment-là, j'ai commencé à aussi réaliser que j'allais au travail avec la boule au ventre, que j'étais tout le temps stressée, que j'étais franchement irritable. Et j'ai commencé à me poser des questions. Donc j'en ai parlé avec certains collègues et on m'a dit « mais t'inquiète pas, c'est normal, mais tu verras quand tu seras titulaire, recruté, les choses vont changer ». Donc j'ai donc poursuivi ce qui était déjà largement entamé et cette procédure de recrutement s'est terminée. Et heureusement pour moi, il a été favorable. Alors je dis heureusement, c'est heureusement pour mon ego, mais une part de moi avait vraiment envie, je pense, que ça n'aboutisse pas parce que ça m'aurait évité de devoir moi-même prendre la décision de partir par la suite. Et cette décision, elle n'était pas facile à prendre pour moi parce que ça voulait dire vraiment renoncer aux rêves que j'avais depuis à peu près 10 ans, à tous les investissements aussi que j'avais fait pendant toutes ces années à travailler dur pour obtenir ce poste.
Alors j'avais encore un tout petit peu l'espoir que ça s'améliore une fois devenue titulaire. Bon, certaines choses se sont améliorées. D'un côté, j'avais plus à prouver ma place, donc ça c'était quand même un grand soulagement. Mon salaire aussi s'était amélioré, il était très confortable. De plus, ce statut, en fait, cette étiquette que je venais d'obtenir m'a donné une forme de légitimité et presque de pouvoir, en fait, à l'hôpital, surtout à l'université aussi, qui me faisait, qui m'a rendu un petit peu mal à l'aise, qui faisait presque peur de voir le pouvoir de cette étiquette. Ce pouvoir en termes de crédibilité, d'oreille qui est donné à la personne qui porte l'étiquette par rapport à la personne qui ne la porte pas, même si c'est la même personne 3 mois plus tôt. Donc mes conditions s'étaient effectivement améliorées, mais pour autant le système global dans lequel j'évoluais, lui, restait le même. Et je sentais que je ne pouvais pas réussir à me mettre dans une bulle où j'aurais pu m'extraire de l'environnement global sans que ça impacte mes collègues qui, eux et elles, continuaient à jouer selon les règles du jeu. Et c'était ça aussi qui me générait une forme de culpabilité puisque moi, j'avais changé. Et je pense que si j'avais remis les choses en question avant d'être titularisée, ça ne me serait jamais arrivé en fait. Je me sentais presque coupable d'avoir changé. J'avais l'impression de trahir ma famille, j'avais l'impression de trahir ces chefs qui s'étaient décarcassés pour m'obtenir ce poste. Pourtant, je savais bien que rien n'était personnel. J'avais surtout obtenu ce poste parce que j'étais là au bon moment et que je me fondais dans le moule. Je me sentais aussi coupable de ne pas avoir arrêté plus tôt, d'avoir potentiellement gâché cette place qui aurait pu rendre quelqu'un d'autre heureux. Enfin, voilà, beaucoup de culpabilité à ce moment-là. Je vous passe les détails, mais j'ai quand même réussi à partir. Donc j'ai pris d'abord une disponibilité, puis j'ai démissionné de mon poste. Alors les démissions de ce type de poste, elles sont très rares et je crois que les raisons des départs ne sont pas très bien comprises. Peut-être déjà parce qu'elles ne sont pas expliquées très clairement. Moi, j'étais incapable d'expliquer clairement les raisons de mon départ puisque j'étais très prise par ces sentiments de loyauté et de culpabilité. Et puis pour les générations au-dessus, la génération des chefs de service à l'époque, partir, c'était absolument inconcevable. Pour eux, c'était le meilleur métier du monde. En tout cas, c'était le métier le plus prestigieux. Pourquoi quitter ce type de métier? Et si on le quitte, le problème vient nécessairement de la personne qui part et cela empêche une remise en question des conditions de travail et du système en général. Et d'autant plus que les personnes qui partent, donc elles sont très rares, et en plus elles font généralement des choix très radicaux qui renforcent le sentiment que véritablement le problème était chez eux. Par exemple, vous avez peut-être vu passer sur YouTube ces vidéos j'étais médecin, maintenant j'élève des chèvres dans la montagne. Voilà, c'est ce type de choix radicaux dont je parle. Moi, le seul départ dont j'avais connaissance dans le labo où je travaillais, c'était quelqu'un qui s'était retiré dans un couvent. Alors, pour vous dire quelques mots sur l'après immédiat de mon départ, je me suis sentie excessivement soulagée. Par contre, le sentiment de culpabilité dont je parlais tout à l'heure, lui, il est resté un long moment et j'ai dû faire un gros travail intérieur pour pouvoir démêler un petit peu là où était ma responsabilité et là où elle s'arrêtait. Et puis aussi, j'ai dû faire un travail de deuil assez important de ce rêve que j'avais réalisé, touché du doigt, mais qui ne s'était pas transformé dans la réalité. Et puis aussi un travail de deuil de cette identité. Donc si j'étais plus enseignant-chercheur, j'étais quoi? Et j'étais qui? Donc j'ai traversé une période de vide assez longue avant de pouvoir reconstruire à partir de là. Voilà, aujourd'hui je commence à avoir pas mal de recul, ça fait 5 ans que je suis partie et j'ai pas de regrets. En fait, je suis vraiment heureuse d'avoir suivi cet appel. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre et alignée dans ce que je fais. Et ça, ça n'a pas de prix.
Voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce témoignage vous aura intéressé. J'espère qu'il aura pu vous être utile d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!